Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur la télévision togolaise et sur l'ensemble de nos médias partenaires pour ce débat présidentiel. Notre invité ce soir pour ce quatrième numéro, eh bien, c'est Gabriel Mensah-Bekojo des Forces démocratiques. C'est ce que nous vous annoncions hier, mais c'est plutôt sa directrice de campagne, Madame Brigitte Adamabo Johnson, qui répondra à nos questions tout à l'heure. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Gerson, bonsoir madame. Bonsoir. Alors madame, pourquoi votre candidat n'est pas là ce soir? Eh bien, vous le devinez bien, il aurait bien voulu être là lui-même parce que ça aurait été vraiment un plaisir pour lui de s'adresser aux Togolaises et aux Togolais. Mais malheureusement, pour des raisons liées à la campagne, il est très loin de Lomé. Et il doit être dans la région centrale en ce moment. Et donc, il m'a fait l'insigne honneur de le représenter et de parler de son programme à sa place. Mais quelque part, madame, est-ce que ce n'est pas un rendez-vous manqué avec le peuple ça? Croyez-le, il le regrette amèrement. Il le regrette amèrement. Et je disais tout à l'heure que c'est un honneur pour moi, mais en même temps une lourde responsabilité. Je pense que personnellement, il aurait été mieux dans la présentation et la défense de son programme. Mais écoutez, je ferai de mon mieux. Alors dites-nous quand même dans quel état d'esprit est-il? Ben, vous imaginez, il est comme un candidat qui va à cette élection présidentielle avec la conviction de la gagner et de rapporter cette année, en 2020, l'alternance aux Togolais. Et justement, je me présente, je vais gagner, c'est ce qu'il dit, notamment d'une voix assurée qui appelle le rassemblement des forces démocratiques, qui se pose sur le terrain comme l'alternative, confiant de remporter donc cette élection. D'ailleurs, le projet que vous portez, Ensemble pour la refondation de la République, en dit long sur cet esprit de rassemblement. On va en parler tout à l'heure dans cette émission, dans les menus détails, mais qui est Gabriel Mensah-Bekojo, portrait signé Gaëtan Padjuma. Gerson, comment le présenter exactement, puisqu'il n'est pas là lui-même? On va quand même s'essayer à l'exercice, le présenter comme le candidat du MPDD, son parti SEXA, le désigner comme le candidat des forces démocratiques. On va à peu près de qui il s'agit, dire que c'est lui qui bat campagne actuellement avec à ses côtés un prélat, et son profil se dessine mieux. Gabriel Mensah-Bekojo, c'est bien de lui qu'il s'agit, actuellement député à l'Assemblée nationale. Il a déjà été au perchoir, ancien Premier ministre dans les années Yadéman avec le RPT, le Rassemblement du peuple togolais, parti au sein duquel il a fait un long parcours politique. D'aucuns disent même de lui qu'il est le fils spirituel de feu président Yadéman avant qu'il ne tombe en disgrâce. Auprès du père, s'ensuit une longue traversée du désert, mais en politique, comme on ne meurt jamais, l'homme rebondit sur la scène avec son parti Obus, sous la bannière duquel il se présente à la présidentielle de 2010, malgré l'échec. Gabriel Mensah-Bekojo ne renonce pas à ses convictions et le voici à nouveau solliciter le suffrage des Togolais, ses arguments de campagne, son expérience dans la gestion des affaires, des expériences qu'il convertit en compétences pour séduire l'électorat. Depuis sa désignation comme candidat du MPDD avant de se voir enrôlé dans ce qu'on appelle la dynamique Monseigneur Podjoro. D'ailleurs, depuis le début de cette campagne, on voit les deux hommes côte à côte sur les affiches, sur le terrain. Une image assez inédite, l'air un peu provocateur. L'homme aborde tous les sujets avec une certaine assurance et se voit déjà le nouveau président du Togo. En témoignent les assises nationales qu'il convoque déjà pour avril 2020, natif de Tokli dans le Yoto, âgé aujourd'hui de 66 ans. Gabriel Mensah-Bekojo est marié et père de famille. Alors, madame, vous avez écouté attentivement donc, le profil dressé par Gaëtan Padjuma. Est-ce que vous reconnaissez le profil de votre candidat, Gabriel Mensah-Bekojo? Écoutez, je voudrais juste rectifier une chose.
et dire que oui, c'est quelqu'un qui a été de ce système qu'il combat aujourd'hui, mais je voudrais dire que c'est volontairement qu'il a eu à rompre avec ce système. Il a posé dans ce pays des actes que tout le monde a trouvé courageux, ce qui lui a valu l'exil avant d'être retourné au Togo. Quels actes, par exemple? La démission? Ah ben oui, et il a demandé ce qu'il voulait, c'est qu'il s'est aperçu à un moment donné que ce système-là avait besoin d'être réformé. Donc il en a vu les tares et il s'est dit, ça ne peut plus continuer. Malheureusement, il n'a pas été écouté, ce qui l'a obligé à rompre. Alors c'est un trait de caractère du candidat que je voudrais relever. Je découvre de plus en plus en lui quelqu'un de très combatif, qui n'abdique pas face aux difficultés, et les difficultés, Dieu seul sait, qu'on en rencontre, surtout en ce moment même dans la campagne, où tout est fait pour vous empêcher de faire campagne, pour vous bloquer. Tenez, vous pouvez vous imaginer qu'à ce jour, on n'a pas reçu un seul franc de la quarantaine de millions prévus pour le financement de la campagne. On va parler. Alors pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? On va parler justement si de votre... ce n'est pas pour empêcher les gens de faire campagne et de se faire élire, mais ils ne baissent pas les bras. Madame, justement, on va parler de votre projet politique que vous proposez à l'électorat pour cette campagne 2020. Nous avons 60 minutes pour en parler. Nous commençons par le volet politique, justement, puisque vous en avez envie. Nous avons un quart d'heure pour en parler. On va donc à l'essentiel. Vous aussi, vous parlez de transition dans votre projet de société avec un gouvernement pluriel axé sur l'équité avec tous les courants politiques. Le Togo a déjà connu une transition entre 92 et 93. 27 ans après, revenir à une transition. Pourquoi cela, madame? Bien, on va aller avec madame. Donc, je repose donc la question. Vous préconisez donc une transition après 27 ans. Pourquoi revenir encore à une transition? Vous faites bien de poser cette question. Oui, nous avions connu une transition au début des années 90, laquelle devait nous permettre de mettre le Togo sur les rails de la démocratie. Ce qu'on a essayé de faire Kanka, avec toutes les embûches que le régime sur le chemin de la transition, on a quand même abouti à mettre en place une autre constitution qui a été approuvée par l'immense majorité des Togolais. Je ne veux pas revenir sur l'histoire des Togolais, mais vous savez comment cette constitution-là a été tripatouillée par la suite pour permettre au régime combattu de revenir en force. Et depuis ce temps-là, nous n'avons pas cessé de nous battre pour remettre le Togo sur les rails de la démocratie. Nous avons connu pas mal de péripéties, nous avons conclu des accords qui devraient permettre de faire des réformes. Qu'est-ce que vous allez faire dans la transition que vous proposez en ce moment? Eh bien, ce que nous allons faire, c'est remettre les pendules à l'heure, remettre les choses à leur place et remettre le Togo sur les rails de la démocratie. En réalité, on peut dire que c'est le rendez-vous manqué du début des années 90 que nous reprenons cette fois-ci, et il faut que nous concluions ce long cheminement vers la démocratie par l'alternance qui va être un début d'une nouvelle étape au cours de laquelle, ensemble, nous allons devoir remettre les choses à plat. Et il faut le faire ensemble. Il faut le faire ensemble parce que les difficultés sont énormes. Et le candidat l'a déjà dit, il faut le faire
avec toutes les bonnes volontés, pour peu que les gens soient prêts à observer une certaine éthique dans la gouvernance. Et la transition est nécessaire à cause de l'énormité de la tâche, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Mais des choses ont été faites, mais voyez-vous, c'est comme on avait bâti c'est comme quand on bâtit sur du sable. Ce n'est rien de solide et ce n'est pas quelque chose qui remporte l'adhésion des populations. Alors, madame, au chapitre de vos réformes politiques que vous envisagez, alors vous parlez de la mise en place d'une constituante dès avril 2020. Est-ce qu'on est en train d'aller sous votre présidence vers une conférence nationale bis repetita au Togo? Écoutez, de toute façon, face aux difficultés que nous avons, les forces vives de la nation ont besoin de se retrouver. Nous avons besoin de nous retrouver et de discuter et de sortir avec ce qu'on a appelé une charte pour refonder la République et avec la mise en place de la constituante qui va enfin se pencher sur la tâche nécessaire et indispensable d'élaborer à nouveau une constitution dont les dispositions soient cohérentes et qui répondent aux aspirations des Togolais. À vous entendre, vous dites qu'en 27 ans, rien n'a été fait, tout est fragile, il faut rebâtir tout, remettre tout à plat. Est-ce qu'on ne le fait pas sur place? Je n'ai pas dit que rien n'a été fait. J'ai dit que ce qui a été fait est fragile. Ce n'est pas fondé sur un socle solide. Et il n'y a pas autre moyen démocratie de renforcer est cela le fondement de tout développement. Mais de renforcer quoi? On n'a pas dit qu'on démolirait quoi que ce soit. Nous avons dit que la constitution actuelle, dans son état actuel, a été tellement dénaturée, tripatouillée que, voyez-vous, elle est même incohérente par moments, et les Togolais ne se reconnaissent pas dans cette constitution-là. Alors, il faut prendre le temps de refaire quelque chose qui mette tout le monde d'accord, comme on avait fait en 1992. Alors, quand vous parlez de faire quelque chose qui met tout le monde d'accord, on a entendu les réclamations d'un mode de scrutin à 2 tours, de limitation de mandat, c'est quand même des acquis aujourd'hui. Est-ce que vous ne les saluez pas au niveau, à votre niveau? Écoutez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est quand même un acquis. C'est quand même un acquis, la limitation de mandat, parlons-en. Vous pensez que les Togolais voulaient cette limitation de mandat pour accorder un 4e mandat à l'actuel chef de l'État qui a gouverné, qui gouverne depuis de son père, de son feu père, qui l'a tenu de main de fer pendant 38 ans. Vous pensez que c'est pour ça qu'en 92, les Togolais avaient voté pour la limitation de mandat? Alors, pas du tout. Alors, qu'allez-vous faire si vous devenez président de la République demain, de votre candidat? Il y a une Assemblée nationale qui est déjà en place. Vous allez la dissoudre ou vous allez gouverner avec cette Assemblée? Comment allez-vous faire? Mais il faudra nécessairement dissoudre et reprendre des élections. Mais ce que nous disons, c'est que l'une des tâches primordiales sur le plan politique, c'est d'ouvrir ce chantier-là qui nous permettra d'avoir une constitution qui répondra aux aspirations Madame, et les autres institutions, puisque vous parlez de la refondation de la République avec des institutions que vous appelez vertueuses? Bien sûr, vous comprenez bien, vous êtes Togolais comme moi, et vous savez à quel point nous avons du mal avec nos institutions
actuelle qui n'inspire pas confiance aux Togolais. Et un pays, un homme célèbre nous l'a dit, le président Obama nous a dit, un pays a besoin surtout d'institutions qui soient fortes, qui soient solides. Il faut que ces institutions soient justes et fonctionnent de manière républicaine et protègent véritablement les populations, ce qui n'est pas le cas de nos institutions actuelles. Bien. Donc, il y a tout un chantier. Oui, dans votre logique, il vous reste 5 minutes pour aborder le reste des questions Oui. politiques. Dans cette logique, vous préconisez aussi la mise en place d'un Conseil national de la justice. Quelles en seront les attributions? Écoutez, notre justice a des problèmes. Elle est censée être une justice indépendante. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne la compétence des juges. Ils sont bien formés. Mais c'est ailleurs que le bas blesse. Le bas blesse, vous le savez, parce que nous avons une justice qui n'est pas indépendante. Nous avons une justice au sujet de laquelle les Togolais, l'immense majorité des Togolais, ont le sentiment qu'elle ne dit pas le droit. Allons directement à vos propositions, madame. Sauf le droit. Allons directement à vos propositions. Ah ben, les propositions, c'est justement que l'on mette en place ce conseil qui va réfléchir et qui va trouver les voies et moyens pour que désormais notre justice s'affirme vraiment comme une institution indépendante, une institution au service du droit, une institution qui protège les citoyens et qui dit le droit lorsque elle est saisie, ce qui n'est pas encore le cas. Toujours au nom de la justice, vous revenez aussi sur les recommandations de la CVJR. Et pour vous, il faut aller loin. Comment aller loin? Aller loin parce que vous savez très bien que Monseigneur Bariga et son équipe ont fait du bon travail au sein de la CVJR. Ils ont fait des recommandations très pertinentes et qui auraient aidé le Togo à avancer si elles avaient toutes été suivies des faits. Justement, au sujet de ce dont nous discutions tout à l'heure, ils avaient tout simplement recommandé qu'on retourne à la Constitution de 92. Maintenant, il s'est fait qu'ils ont recommandé aussi que les victimes de violences politiques, ceux qui ont subi des torts tout au long de ce parcours chaotique, il faut le dire, que nous avons eu, que ces victimes-là soient reconnues et qu'elles puissent être indemnisées. Et c'est ce que fait actuellement le HCROUN. Est-ce que ça ne vous va pas? C'est ce que fait le HCROUN, mais il faut renforcer. Il faut renforcer ce qui se fait parce que tout n'est pas mauvais, alors. Nous, on rencontre tous les jours des victimes qui se sont fait enregistrer, mais qui n'ont pas été indemnisées. De la même manière, on n'a pas pu couvrir toutes les victimes. Il y a un travail plus holistique à faire et plus, je dirais pas objectif, qu'il faut parfaire et s'assurer que toutes ces victimes-là ont le sentiment d'avoir obtenu une certaine reconnaissance de la nation et concrètement, comment vous allez le faire? Quelles sont vos propositions concrètes en la matière? Mais écoutez, les propositions concrètes, mais on indemnise. Il faut indemniser celles qui sont connues et qui n'ont pas été indemnisées, et il faut réouvrir le chantier pour s'assurer que tout le monde a été pris en compte. Il ne faut pas prendre à la légère du travail qu'il y a à faire et qui fait partie intégrante du processus de réconciliation au niveau national.
nous devons trouver les voies et moyens de fermer cette page-là, qui est une page, je ne dirais pas d'horreur, que les Togolais ont traversée, pour que nous nous donnions la main et regardions l'avenir en toute sérénité comme des frères et des sœurs. Il ne faut pas bâcler le travail, il ne faut pas instrumentaliser cette tâche-là qui nous attend. Alors, il nous reste une minute pour boucler cette séquence. On va aller rapidement sur 2 ou 3 petites questions. On va demander d'être bref là-dessus. Au niveau de la décentralisation, par exemple, nous avons, vous le savez, de nouveaux maires qui manquent un peu d'expérience, de beaucoup de moyens. Quelles solutions vous proposez pour qu'ils puissent développer réellement leur commune? Écoutez, les maires manquent de moyens, vous le dites, mais pourquoi manque-t-il de moyens? Est-ce qu'il y a véritablement une volonté de transfert de ressources en direction de ces maires? Pour ce que nous voyons déjà depuis quelques mois où ils sont en place, on sent plutôt une volonté de les mettre sous tutelle, hein, de les contrôler. Alors, quelle formule vous avez pour les doter de moyens? Ben, écoutez, les formules sont là, il faut les appliquer. Oui, il faut les appliquer, mais les transferts de ressources en direction des nouvelles mairies, tout doit se reposer sur l'État. Il faut d'abord que ce soit effectif. Il faut que les maires aient le pouvoir vraiment de mettre en œuvre des projets, de mobiliser des ressources pour réaliser ces projets-là, d'aller chercher, si vous voulez, des partenariats avec d'autres structures à l'extérieur. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas encore créées pour qu'ils fassent ce travail. Madame, très rapidement, on devra en faire de véritables maires. Oui, Madame, très rapidement, dans votre processus de réforme, le profil et le statut de nos chefs traditionnels vous intéressent. Qu'est-ce que vous leur réservez? Écoutez, ces chefs traditionnels, il faut les réhabiliter. Il faut les réhabiliter, il faut arrêter de les instrumentaliser, de les considérer comme des valets du pouvoir en place. Oui, concrètement, nous n'obligerons pas les chefs traditionnels à assister au meeting de la majorité au pouvoir. Nous ne leur interdirons pas d'avoir des relations avec les... Tenez, cette question-là, elle vient à point nommé. Hier, nous étions à Kado. Nous n'avons plus, Nous étions à Kado. Pouvez-vous imaginer que UNIR, qui était passé là-bas avant nous, avec une équipe, alors que nous avions pris rendez-vous avec le roi de terre, vous pouvez vous imaginer qu'ils ont tout fait pour que le roi de terre ne puisse pas recevoir l'équipe du candidat Agbeome, alors qu'on avait déjà pris un rendez-vous. Et ils étaient prêts à exercer la violence. Voilà. Une autre question assez rapide. Qu'est-ce que nous aurions fait concrètement? Si nous les aurions laissés libres de recevoir qui veut. Oui, madame, précisément. Alors, la religion au point de vue culturel, alors dans votre schéma de décentralisation, sera-t-elle aux affaires ou à politique? Qu'est-ce qui sera... La religion, oui, au point de vue culturel, oui, dans votre schéma de décentralisation, oui, sera-t-elle aux affaires ou à politique? Mais écoutez, pourquoi voulez-vous que la religion soit aux affaires? Pourquoi vous posez cette question? On a juste envie de ça. Elle me paraît drôle, parce que c'est lié au fait que la candidature de M. Agbeome est nous l'avons pas évoqué. C'est pour cela, c'est bien précisé au niveau culturel, la religion tout simplement. D'autres autorités religieuses, eh bien, rassurez-vous,
nous respecterons la laïcité de l'État. Mais vous devez vous rendre compte que nous sommes à un stade où la démocratie n'est pas encore de rigueur au Togo. Nous avons grignoté 2 minutes déjà sur la question, oui, la rubrique économique. Oui. Et justement, ce soutien de quelques hommes de Dieu se justifie tout simplement par le fait qu'il faut qu'on avance absolument vers cette démocratie-là. Nous allons avancer sur l'économie. C'est la deuxième séquence donc, de cette émission. 17 minutes, mais nous en avions déjà pris 2 sur les questions politiques et donc on en a 15. Elles sont importantes. Personnes sur 10 aujourd'hui sur les questions économiques de la population active, vous le savez madame, sont dans l'informel. Nos femmes qui vendent sur le marché, la revendeuse de bouillie au bord de la route, ou encore celle-là qui tient des boutiques, Flouze ou Timoni. Vous voulez réorganiser ce secteur. C'est des gens qui apportent qui contribuent à la richesse du pays. Le chiffre, c'est 70% du PIB. Alors, vous voulez réorganiser ce secteur, mais comment? Ben, écoutez, il faut réorganiser ce secteur en les amenant à évoluer vers le secteur formel. En théorie, c'est ce qui se fait en ce moment, mais ça se fait pas de manière satisfaisante. Il y a encore beaucoup de réticences. Et l'une des réticences se justifie par le fait que les actifs de ce secteur ne voient aucune utilité, aucun intérêt à évoluer vers le formel. Et surtout, ils ont peur. Ils ont peur d'être tués par les impôts. Madame, si vous êtes aux affaires, nous proposons, c'est que d'abord, nous allons étudier un régime fiscal adapté pour ce secteur-là. Ce secteur qui doit être renforcé dans l'intérêt du développement. Donc, ce sera un premier acte qui sera posé, mais aussi, on sait qu'il y a une structure qui est censée s'occuper de ce secteur-là aussi. Qui s'occupe de ce secteur. Qui s'occupe. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Qui s'occupe de ce secteur. Mais c'est une structure qui devra être réformée. D'abord, il faut qu'elle fonctionne véritablement comme une administration au service de tous les Togolais. Qu'elle arrête d'être utilisée comme une structure politique et de propagande et qu'elle fasse véritablement son travail. Alors, madame, lorsque vous parlez de la mutation vers le formel, vous savez ce que attendent les populations, madame? C'est comment est-ce que ça va transformer leur vie? Comment leur répondez-vous? Je leur réponds que ça va leur permettre d'améliorer leurs revenus, ça va leur permettre de travailler autrement qu'ils ne le font parce que en même temps qu'on les accompagnera dans ce secteur formel, on les accompagnera pour que leurs affaires évoluent véritablement vers des petites et moyennes entreprises dont nous avons besoin. Alors, comment se fera ce dans une autre vie, je suis également, vous savez, j'ai plusieurs casquettes. Je suis femme politique, mais je suis aussi une militante des droits des femmes et je travaille. Je travaille pour les droits des femmes, je travaille pour l'autonomisation des femmes, surtout dans ma structure. Et nous savons que ça prend tout un processus, ça prend un accompagnement et il faut absolument le faire. On a besoin que ce secteur informel-là, tout comme les femmes qui sont actives majoritairement dans le secteur agricole, il faut les amener vers des petites. Ça nous permet justement d'évoluer sur la question suivante. Le Togolais ne demande d'ailleurs que ça, manger à sa faim. Et vous parlez, vous, d'ailleurs, de 3 repas par jour. Comment leur assurer ces 3 repas par jour et dans tous les ménages? Écoutez, 3 repas par jour, ça suppose déjà qu'on fasse une évaluation de l'autosuffisance alimentaire
qu'on est censé avoir atteint, parce que si nous sommes véritablement suffisants, théoriquement, le problème ne devrait pas se poser pour cette Et majorité comment des allez-vous assurer Togolais. justement cette autosuffisance Eh alimentaire? bien, le développement de l'agriculture. Il ne faut pas abandonner totalement l'agriculture de subsistance. Il faut s'assurer que les produits nécessaires à la consommation des Togolais et des Togolaises, que ces produits-là aussi se développent et ne pas avoir uniquement le souci de produire pour l'exportation. Voyez-vous, il faut faire en sorte que la production agricole soit suffisante, qu'elle soit variée et qu'elle permette aux Togolais de prendre 3 repas par jour. Alors, madame, point. dans ce volet agricole, vous dites, vous proposez une spécialisation de culture par région. Comment est-ce que ça va se faire? Vous allez demander aux paysans à Bassar de ne produire que de l'igname. Comment ça va se faire? Écoutez, ce que nous avons dit d'abord, c'est que nous allons faire les états généraux de l'agriculture. Vous savez qu'il y a des sommes énormes qui sont engloutis dans ce secteur. C'est l'un des secteurs les plus financés en ce moment. Et on y a mis pas mal de moyens. Mais la question est de savoir pour quels résultats. Honnêtement, il faut reconnaître que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. On revient toujours Et donc, à cette question. partir, vous allez faire quoi oui, pour avoir des résultats? on va partir Vos des méthodes. États, on va partir des États généraux. Alors, ces états Vous généraux ne savez- sont pas encore faits et vous proposez une spécialisation par région. Vous avez en quelque sorte Oui, la on charrue donne- avant les bœufs. Oh, non, on est obligé de donner les grandes lignes. Vous voyez, on n'est pas allé plus loin. Nous voulons gouverner avec le peuple. Nous voulons avoir une gouvernance véritablement participative, ce qui n'est pas encore le cas jusqu'à présent. Lorsque on regroupe les actifs de ce domaine, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus organisés, mais nous savons que toute la place qui devrait leur être accordée dans la prise de décision, dans l'adoption des politiques les concernant, elle n'est pas celle qui leur est accordée en ce moment. C'est pour ça que pour nous, le point de départ sera ces états généraux. Et nous mettrons un point d'honneur à défendre aussi les exploitations familiales. Si vous parlez, vous voulez donner une priorité à la production agricole, de base, on est obligé de faire attention à ce que nous ne tuions pas les exploitations familiales, en même temps que nous développons l'agriculture, en même temps que nous ouvrons ce secteur à des investissements importants. Mais ne nous demandez pas d'aller plus loin parce que Les justement... Togolais ont quand même envie d'entendre des propositions pour pouvoir aller voter pour vous. On va évoluer justement. Là-dessus, vous parlez d'organisation en coopérative, ça existe déjà, vous l'avez reconnu. Les terres à cultiver existent, mais ce qui manque, eh bien, c'est de l'argent pour pouvoir financer, pour pouvoir mettre en valeur ces terres. Alors, qu'est-ce que vous Je ne allez suis pas faire d'accord pour avec vous. les aider à L'argent trouver cet argent? l'argent ne manque pas tant Les que ça. paysans n'ont pas souvent accès Oui, oui. au financement. Oui, oui, Vous, quand vous justement, serez là au pouvoir, que comment cet allez-vous argent-là- faciliter cet Cet accès-là? argent-là ne va au pas aux crédit. paysans. Nous ferons en sorte que l'argent aille effectivement Comment vous allez aux faire? C'est ce que paysans. nous avons envie d'entendre. Eh bien, comment nous allons faire? Écoutez, en faisant en sorte que les agents de l'État qui sont responsables de ces structures qui s'occupent de l'agriculture, eh bien, qu'ils soient vertueux eux aussi dans l'utilisation des fonds
qui sont mis à la disposition des projets de développement. Vous savez ce qui arrive aux projets que nous initions dans notre pays. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème de gestion des fonds alloués au projet en général. C'est pas moi qui le dis. Nous l'avons tous vu. Nous l'avons tous vu. Nous savons ce qui se passe. Vous voulez que je vous donne des exemples mémorables? Madame, dans le domaine agricole, alors vous, pour votre candidat, Boyemé Kodion, il faut doter chaque préfecture de 500 tracteurs. Nous en avons 35. Où allez-vous trouver les moyens? Ah, la question des moyens, je l'attendais. Je l'attendais, celle-là. Allez-y, je l'attendais. Alors, répondez-nous. Parce que vous ne me direz pas que ce pays manque de moyens. Vous savez où on trouvera les moyens? D'abord, on commencera à combattre tout ce qui est détournement de fonds publics, tout ce qui est corruption. Vous imaginez ce que ça peut nous ramener comme ressources financières à consacrer au développement du pays. Nous allons lutter contre les flux illicites de capitaux. Tenez, je lisais il n'y a pas longtemps que c'est un rapport de Osiwa, une institution très connue en Afrique de l'Ouest, qui date de 2011, qui a prouvé que dans notre pays, au Togo, il y a eu 9 000 milliards, je ne dis pas 9 milliards, 9 000 milliards de francs CFA qui ont été sortis de manière illicite du pays. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Nous allons faire en sorte que les entreprises d'État contribuent davantage au budget de l'État. Vous savez que c'est un scandale qui se passe dans ces entreprises. Ouais. Et nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas d'exploitation, les exploitations clandestines de diamants, de pétrole et autres. Eh bien, nous y mettrons fin. Et ces ressources-là pourront revenir. Beaucoup d'argent récupéré qui va nous permettre de financer, qui va, parce qu'on va embrayer sur le social, nous avons, parce que le temps passe très très vite. Absolument. Nous avons, et c'est un sujet important. Tout comme le social que nous allons aborder. Et on a 15 minutes donc pour cela. On va parler d'abord des fonctionnaires togolais. Vous attendez les gens vous parler de leur salaire, ils ne vous donnent pas le chiffre, mais c'est insuffisant. Ils disent comment faire en sorte que le salaire du fonctionnaire togolais puisse nous permettre de vivre décemment. Il a fait des propositions dans ce sens. Il y aura une augmentation. Il y aura une augmentation parce que vous imaginez, le coût de la vie en ce moment est tel que mais les fonctionnaires ne s'en sortent pas. Vous imaginez qu'il y a des fonctionnaires parce qu'ils ne gagnent pas assez. Quand ils partent de chez eux, de leur domicile, le lundi, ils sont obligés de dormir dans leur bureau toute la semaine pour ne retrouver que le week-end. C'est lesquelles? En voilà une. Oui, vous allez augmenter de combien et pendant combien de temps? Écoutez, on étudiera. Ne nous demandez pas de combien. Maintenant, on n'est pas des charlatans. Mais nous augmenterons. Puisque vous dites avoir fait toutes les analyses, madame. Nous les indexerons sur le coût de la vie. Voilà. Et nous ferons en sorte, le candidat l'a dit lui-même déjà, que les pensions de retraite, des gens qui ont rendu service à leur pays toute leur vie et qui sont réduits tout d'un coup à l'état de clochards, des gens qui n'ont pas de revenus alors qu'ils ont servi tout le temps leur pays sans pourtant avoir eu les moyens d'économiser quoi que ce soit. Voilà, on ne peut même pas les accuser de n'avoir pas préparé leur retraite, à moins de leur demander de détourner des fonds pendant qu'ils sont en fonction. Voilà, pour le secteur privé, il est donc de vous demander également comment vous ferez pour améliorer
conditions de vie. Vous allez également étudier à ce niveau. On va parler maintenant de ce constat, de chômage. Autour de nous, on a quand même au moins quelqu'un qui est chômeur ou demandeur d'emploi. Comment est-ce que vous allez encourager les entreprises à recruter plus pour résorber ce problème de chômage? Vous savez déjà que ces entreprises-là ont des problèmes parce que, en partie, l'État leur doit aussi. L'État leur doit beaucoup. Vous savez que la dette intérieure environne à peu près 70% de la dette du Togo. Au soir du 22 février. Comment voulez-vous que ces entreprises-là se développent dans ces conditions? Nous reverrons aussi Si vous la êtes élu fiscalité, au la soir du 22 politique février, fiscale. Et nous ferons en sorte que les entreprises qui créent du travail soient encouragées. Nous les inciterons à créer des emplois et à recruter. Qu'est-ce que vous mettez dans ces incitations? Quelles seront vos mesures? Des incitations fiscales, mais aussi d'allègement de charges. On est un pays dans lequel on fait partie des pays dans lesquels les télécommunications coûtent les plus cher. Avez-vous des propositions pour améliorer ce secteur? On étudiera et on devra revoir. On a le sentiment que face à toutes les questions, on va étudier. En clair, par rapport aux entreprises, on n'a pas encore une solution pour les inciter à recruter davantage. Quelle solution voulez-vous d'autre quand je vous dis qu'on va mettre en place un régime fiscal qui va les inciter à recruter? Comment voulez-vous que je sois plus précise? On va parler de l'enseignement. C'est technique. Il faudra, une fois que le gouvernement sera mis en place, que des techniciens étudient, c'est des instructions qu'ils vont recevoir. Et ils auront la responsabilité de mettre en œuvre. Voilà, ce sera la même méthode. Moi, je suis politique. Ce n'est pas mon domaine. Ce sera la même méthode pour l'enseignement. Vous savez que les enseignants ont des revendications. Les enseignements brandies chaque année. Comment éviter, par exemple, qui sont des revendications légitimes. N'empiète pas sur la qualité de l'enseignement pour les élèves. Oui. Ils ont des revendications qui sont des revendications légitimes et nous ne comprenons pas pourquoi on ne les prend pas en compte. Oui, mais vous, nous les prendrons. Au soir du 22 février, si vous êtes élu, vous venez aux affaires et vous allez vous confronter aux mêmes situations. Qu'est-ce que vous faites ou vous allez faire pour résorber cette situation? Alors, en clair, que faire pour un enseignement de qualité? La question de l'enseignement, quand vous parlez d'enseignement de qualité, c'est par rapport à quoi? C'est dans un enseignement qui forme des citoyens, de véritables citoyens, qui forment des hommes et des femmes compétents qui pourront servir leur pays demain. C'est un enseignement qui a forcément quelque chose à voir avec les besoins en termes de ressources humaines que les entreprises peuvent absorber. Et le candidat l'a dit, nous allons revoir le système éducatif. On va le revoir de fond en comble pour qu'il soit adapté au marché du travail. Et ce n'est pas une mesure qu'on mettra en œuvre d'un coup de baguette magique. Nous ne viendrons pas avec un coup de baguette magique. Nous ne viendrons pas avec un coup de baguette magique. Et nous ferons, ce sera une gouvernance participative. Et ça, nous ne cesserons de le répéter. Dans nos universités, vous savez que le nombre des étudiants est toujours pléthorique chaque année. Les amphis manquent dans les universités. Absolument, nous l'avons dit. Est-ce que vous, dans notre programme, voilà, et quelle solution derrière? J'ai étudié moi-même dans cette université.
il y a Vous bien en des avez été années. même professeur. Bien des années, absolument. Comment absolument. les désengorger? Ah ben, comment les désengorger? Il faut construire des amphis. Il faut construire des amphis et nous pensons qu'on a besoin aussi d'une autre université. Une troisième université que nous proposons de construire dans la région des Plateaux et plus précisément à Palimé. Mais en ce qui concerne l'existant, il faut déjà améliorer l'infrastructure, il faut améliorer tout ce qui est bibliothèque, parce que le nombre d'étudiants s'accroît d'année en année et il faut des labos qui soient des labos modernes. Il faut améliorer, grosso modo, les conditions de travail. Et nous ne disons pas que ça va se faire du jour au lendemain. Mais tout se planifie pour que les étudiants voient que les gouvernants accordent une importance particulière à l'éducation et l'éducation supérieure notamment. Si vous arrivez au pouvoir et pendant que vous êtes au pouvoir, vous étudiez les programmes, vous étudiez vos plans, est-ce que ce n'est pas un tâtonnement? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire des analyses, de faire des propositions derrière avant d'arriver au pouvoir, de prétendre arriver au pouvoir? Ce sont ces propositions que nous vous faisons. Nous allons construire de nouveaux amphis. Nous allons équiper les laboratoires et les bibliothèques qui existent. Nous allons les démultiplier. Les étudiants en ont besoin. Tenez, aujourd'hui, l'enseignement supérieur, pensez-vous que ça peut se faire? On peut avoir un enseignement supérieur digne de ce nom, sans l'informatique? Bon, aujourd'hui, Dieu merci, il y a le Wi-Fi à l'université de Lomé, mais il faut l'améliorer. Il faut quelque chose qui soit à la hauteur. Il nous reste 2 minutes. Rapide sur la santé. Vous savez que la question de santé, c'est toujours une question de priorité. Tout le monde n'a pas l'argent aujourd'hui pour aller dans les cliniques. Quel plan vous proposez pour une meilleure prise en charge des patients dans nos hôpitaux ou dans nos centres de santé, les SMS, les CMS et autres? Le candidat l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelque chose qui nous scandalise et scandalise tous les Togolais. C'est que on peut mourir très facilement d'un mal bénin parce qu'on n'a pas 2000 francs, 3000 francs pour se soigner. Le candidat l'a dit, il faut absolument que tous ceux qui sont de conditions économiques et sociales vulnérables puissent se soigner gratuitement. Nous savons que nos hôpitaux ont un problème de plateau technique qui est vraiment quelque chose de dérisoire. Quand les équipes existent, ils sont très vieux, ils peuvent servir à peine. Eh bien, il faut améliorer ce plateau technique-là, là où il existe. Il faut faire en sorte, il faut aller vers la sécurité sociale universelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce n'est rien d'original que de le dire. Tout le monde fait des efforts partout pour ça. Et il est temps que nous allions vers cet objectif-là. Il faut construire des hôpitaux dignes de ce nom. Alors, dans les zones les plus reculées, oui, le problème, c'est que les populations sont très éloignées des hôpitaux, des centres de santé. Comment faire en sorte que l'hôpital aille plutôt vers la population? Il y a des CMS. Il y a des CMS qui, malheureusement, sont démunis aussi et qu'il faut renforcer. Et il y a la question, il faut les doter du matériel minimum de base
pour pouvoir faire les premiers soins, au moins avant de référer les patients dans des structures plus équipées. Et il y a la question aussi, puisque nous parlons de santé, il y a la question des médicaments. C'est bien, on a organisé récemment une grande réunion, une grande kermesse sur oui, sur un sommet pour renforcer la lutte contre les faux médicaments. Absolument, c'est très bien. Mais il faut agir. Il faut agir. Et nous pensons qu'il y a une formule qui existe, la formule des médicaments génériques. Pourquoi on ne la généralise pas? Pourquoi est-ce qu'on ne la généralise pas? Pour que ces médicaments-là soient plus accessibles aux bourses et pour qu'on ait les moyens de faire les réserves qu'il faut auprès des structures de soins. Eh bien, c'est ce que nous nous proposons de faire. Les Togolais n'ont pas que les problèmes d'accès aux soins de santé, ils ont aussi des problèmes de logement à ce niveau. Quelle est la formule que vous proposez? Je vais vous demander d'être très bref là-dessus. Très rapidement. La question du logement est très complexe. Nous nous proposons déjà, nous savons que beaucoup de Togolais ont du mal à payer un logement, à louer un logement et subissent pas mal de comment dirais-je, de difficultés de la part des propriétaires. Le prix des logements est de moins en moins à la portée des Togolais. Eh bien, nous prendrons des mesures pour réguler un peu le loyer, pour que ce soit à la bourse du commun des Togolais. C'est lié aussi à la question foncière. Eh bien, là-bas aussi, il y a une réforme qui a été faite et il faut l'appliquer et il faut voir là où il faut redresser les choses pour que chaque Togolais puisse avoir accès à un logement. C'est reconnu comme droit humain fondamental. Et donc, des mesures seront prises aussi dans ce sens. Nous allons aborder la dernière partie de cette émission, la diplomatie, sous Gabriel Vincent Blomé-Kozo, votre candidat. Et c'est le dernier chapitre, 10 minutes pour parler donc de cette diplomatie. Et c'est très important pour vous, dans votre programme, vous en parlez. La diplomatie sud-sud, comment la définissez-vous? Eh bien, c'est une diplomatie qui aura toute sa place à notre niveau. Et le Togo doit jouer un rôle capital. Nous sommes, vous le savez, membres d'une communauté économique régionale, la CEDEAO, qui vise l'intégration régionale. Nous allons contribuer, nous voyons cette communauté à l'œuvre. Le Togo devra désormais contribuer à la renforcer et à lui permettre d'atteindre véritablement ses objectifs. D'abord, l'intégration économique régionale. Oui, vous parlez bien de cette intégration économique. Oui. Au niveau de la sous-région ouest-africaine, l'espace communautaire CEDEAO, le débat actuel, c'est la monnaie unique, l'éco. Quelle est la position à votre niveau? Nous adhérons tout à fait à ce combat-là pour l'abandon du franc CFA et pour la transition vers l'éco. Et nous pensons qu'à terme, il faut que cette monnaie unique-là puisse rassembler l'ensemble des pays de la CEDEAO. Et d'ailleurs, nous pensons qu'il faut œuvrer à une intégration, une fusion de l'UEMOA dans une communauté économique régionale. Ça n'a pas sa raison d'être. Nous sommes des pays qui connaissons les mêmes réalités, nous avons les mêmes peuples et nous ne voyons pas l'intérêt de maintenir encore pendant longtemps l'Union économique. Alors l'UEMOA et la CEDEAO se déchirent sur la question. Alors quelle
est le rôle que le Togo sous Agbeyomi Kodjo va jouer au niveau de cette intégration? Eh bien, le rôle que nous allons jouer s'agissant de l'éco, ce sera de faire en sorte que si le franc CFA passe à l'éco, eh bien, que les négociations continuent avec les autres pays, que tout le monde soit encouragé à remplir toutes les conditions de convergence pour passer à une monnaie unique qui va rassembler les 15 États. C'est de ça que nous avons besoin. Voilà, écho d'abord par le mois, ensuite étendu à la CEDEAO, c'est ce que vous dites clairement. On va évoquer notre sujet qui est commun aux deux espaces. On va évoquer donc un autre sujet qui est commun aux deux espaces, le terrorisme, qui est un fait têtu. Le Burkina, le Mali, le Niger en sont victimes autour de nous. Comment protéger notre pays, le Togo, pour que pour sauvegarder la paix dans notre pays? C'est un fléau dont nous avons conscience. Et il y a une dimension militaire. Donc, il faut renforcer la coopération militaire dans ce sens, mais la solution n'est pas que tout militaire. Il faudra encourager les pays de notre sous-région à aller vers une gouvernance qui soit plus démocratique, qui soit inclusive, qui évite des frustrations au sein de nos pays, qui fasse en sorte que les retombées du développement aillent à tout le monde et que les inégalités sociales et économiques soient résorbées autant que possible. Vous êtes là en train de justifier ces actes que nous déplorons? Absolument pas, mais on est en train de faire des analyses qui sont des analyses profondes. Les causes profondes de ce phénomène sont là et on ne peut pas les nier, les causes structurelles sont là. Il y a trop d'inégalités sociales. Et pendant qu'on utilise la solution militaire pour préserver la paix, il faut prendre conscience de ce que on devra s'atteler également à cette tâche. Et le Togo dans le monde, sous votre présidence? Eh bien, le Togo dans le monde, nous développerons la coopération avec les autres pays, avec un principe, sur la base d'un principe sacro-saint. Une coopération qui soit gagnant-gagnant pour nos populations et pour les populations de nos pays partenaires. Et nous serons guidés principalement par l'intérêt des Togolais. Avec cette conviction que l'intérêt des Togolais n'est pas forcément incompatible avec celui des autres pays avec lesquels nous développerons la coopération. On va s'intéresser à une image. Elle parle beaucoup. Vous êtes là, on va vous donc poser la question, même si ce n'est pas le candidat lui-même. Sur vos affiches de campagne, vous faisiez allusion tout à l'heure à la paix. C'est cette paix-là qui nous permet justement de faire campagne actuellement pour cette présidentielle. Comment ça se passe pour vous? C'est sportif, fair play, ça se passe bien sur le terrain? Je vous ai donné un exemple tantôt. Et on ne devrait pas laisser perdurer ce genre d'acte. Vous avez vu aussi comment d'autres candidats ont été traités dans la partie septentrionale du pays. Et nous-mêmes, pendant que nous étions dans la région maritime, en plein meeting, notamment à Afagnan, nous avons reçu, il y a eu des coups, des jets de pierre de la part de militants d'UNIR. Est-ce que c'est vérifié? C'est vous qui le dites? Oui, ce sont des militants d'UNIR reconnus dans le milieu. Ce sont des militants d'UNIR. Heureusement, la FOSEP a des agents de la FOSEP qui ont fait leur travail. Ils en ont pris.
certain. Sur vos affiches de campagne, madame, on voit le candidat Gabriel Vincent Kojo et Podro, ils sont d'ailleurs ensemble sur le candidat. Ça, c'est du jamais vu. C'est quoi le symbole? C'est inédit. C'est une situation inédite que nous vivons au Togo. Nous le reconnaissons volontiers. Mais cette situation est justifiée par les défis que nous avons devant nous. Nous avons le défi d'obtenir l'alternance coûte que coûte. Et les Togolais ont eu cette chance d'avoir une autorité morale, un prélat du niveau de Monseigneur Podro, qui a pris sur lui d'aider ses compatriotes à régler l'ensemble de ses compatriotes à régler ce problème d'alternance auquel nous sommes tous confrontés. Nous avons besoin de ça pour que le Togo avance. Madame Brigitte Adjamabo-Johnson, c'est le moment de vous adresser à l'électorat. Vous avez 2 minutes pour le faire, pour délivrer votre message. Qu'avez-vous à dire aux Togolais? Madame, c'est à vous. Ce que j'ai à dire aux Togolais, c'est que nous savons que tous aspirent à voir un changement à la tête de ce pays. Tous aspirent, ils ont la hantise de vivre dans un pays qui va vers une dynastie. Et ils se disent, il faut que ça prenne fin parce que nos souffrances, nous n'en pouvons plus. Eh bien, chers compatriotes, je vous dis, le moment est venu. Le moment est venu pour que, ensemble, nous réunissions autour du candidat qui a été désigné par Monseigneur Podro et aidé des autres autorités religieuses pour que, enfin, nous puissions redonner l'espoir aux générations futures. Ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour les générations présentes. Et nous avons une chance unique, historique, d'accomplir quelque chose en 2020. Votons tous pour le candidat Adéomé Kojo, qui fera une transition entourée d'une équipe d'hommes et de femmes qui se feront le devoir de remettre le Togo sur les rails de la démocratie et du développement, de mettre fin à nos souffrances et de donner un peu d'espoir à nos jeunes. Merci beaucoup, Madame Brigitte Adjamabo-Johnson. Vous êtes la directrice de campagne du candidat Adéomé. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin également de ce numéro du débat présidentiel. Face à la caméra demain, eh bien, nous serons avec le professeur Aimé Tchaboré-Gogué, le candidat ADI à cette présidentielle. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Gaëtan. Merci à toi, Jean. Très bonne fin de soirée chez vous.